Donc, on a créé Supraconscience un petit peu pour amener cette réflexion face à la conscience, démystifier un petit peu ce mot qui peut être connoté. Et puis aussi se poser la question face à l'entreprise. Est-ce que la conscience en entreprise a sa place? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Donc voilà, après, la table ronde en elle-même va se dérouler de manière très simple. Pour ceux qui participent, vous pouvez dès à présent poser vos questions dans l'onglet questions et réponses en bas de l'écran et puis commenter dans la case commentaires. Mais déjà, dans un premier temps, on aimerait vous connaître, vous, les trois intervenants de ce soir. Vous, messieurs, qui êtes-vous? Et puis, pourquoi avez-vous accepté de participer à une table ronde sur la conscience en entreprise? Donc, je laisse en premier Patrick Dumoulin se présenter. Merci Karine de me passer la parole en premier. Donc, je suis Patrick Dumoulin. Je suis le président d'une entreprise qui s'appelle Great Place to Work. Donc, Great Place to Work, c'est une entreprise où je travaille depuis 15 ans maintenant et qui est la référence en France dans l'évaluation de la qualité de vie au travail. Donc, je suis heureux d'être avec vous ce soir parce que le sujet m'a semblé intéressant et sortant des sentiers battus. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion d'avoir à la fois avec David, avec Jean-Marie et avec les gens qui nous écoutent, d'avoir un échange fructueux et constructif. Super, voilà. Merci. Merci beaucoup. Et Jean-Marie, alors, pourquoi donc Jean-Marie, très heureux d'être avec vous en cette soirée. Je suis jeune retraité depuis quelques semaines et donc président fondateur d'une société de conseil JMS Consulting, société de conseil en stratégie, ressources humaines, organisation auprès de toutes les entreprises qui vont bien avoir mes services. J'ai été très longtemps directeur des ressources humaines, puis ensuite directeur général d'une grande entreprise dans le domaine des services informatiques, dont Patrick connaît très bien, puisque nous avons pendant au moins 7-8 ans, je dirais, fait cette analyse du comment nos collaborateurs, nos salariés trouvaient leur intérêt à travailler au sein de notre groupe, de mon groupe. Je suis aussi, et c'est ça qui m'intéresse doublement, je suis aujourd'hui vice-président d'un cercle de l'excellence RH qui regroupe à peu près 70-80 DRH de grandes entreprises. Et je suis aussi le vice-président d'un mouvement qu'on a créé il y a quelques mois maintenant, autour de la raison d'être et qui regroupe une trentaine de PDG de grandes entreprises. Donc, pour moi, et on vient de le revoir également avec ce qui s'est passé un petit peu chez Danone, la conscience dans une entreprise et sa place, comment on l'appréhende est un sujet qui doit nous marquer pour aujourd'hui, demain et après-demain. D'accord, merci. Et David Hertz? Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Moi, je vous parle, ça se voit pas ici, dans une table ronde avec des fenêtres carrées. Je vous parle depuis la Suisse. En fait, non, je suis en France voisine, mais je suis tout à côté de Genève. Et donc, moi, je suis le fondateur de ma société qui existe depuis 15 ans, qui s'appelle WAKAN, Spirit in Business and Life. Mon projet, on en parlera peut-être après par rapport à ce dont on va parler ce soir, ça a été très tôt d'amener en fait faire du lien entre la spiritualité ou au sens large l'esprit et l'entreprise, de voir comment on peut amener l'intangible à se connecter au très concret de la vie professionnelle et privée. Donc voilà, j'anime ça depuis une quinzaine d'années maintenant avec des interventions, que ce soit en entreprise, en grande entreprise, ou également des multinationales ou des organismes à but non lucratif, mais aussi pour les particuliers, les personnes qui interviennent dans ce registre du pont entre le visible et l'invisible.
Et je travaille sur 2 spécialités que sont l'intuition d'un côté et de l'autre côté l'usage des archétypes. Et finalement, je me suis rebaptisé depuis quelques années chaman d'entreprise pour provoquer, j'ai envie de dire, le lien entre l'invisible qu'on peut faire également dans le monde concret des entreprises et d'aller chercher ce que l'on ne voit pas mais qui est indispensable pour développer la conscience aujourd'hui dans les organisations. On en parlera certainement. Voilà. Tout à fait. Bon, on va commencer dans le vif du sujet. Merci déjà d'être présents, vous trois, et merci parce qu'on a un peu sélectionné les gens et on a trouvé 3 personnes d'un milieu différent, et donc c'est pour ça qu'on a un peu assimilé ces 3 personnes. Donc on va poser la première question à Jean-Marie, et je voudrais savoir, est-ce que d'après vous, d'après toi, la conscience a sa place en entreprise aujourd'hui? Alors, pour moi, il n'y a aucun doute, non seulement aujourd'hui, mais hier et encore plus demain. C'est vrai que des fois, on n'ose pas trop évoquer le mot conscience, car on l'associe à de l'intangibilité, à des considérations qui ne devraient pas ou qui ne peuvent pas avoir lieu dans une entreprise. Mais toutes les personnes qui ont été entrepreneurs, qui ont créé leur entreprise, avaient leur propre conscience pour le faire. On ne se réveille pas un matin en se disant que je vais créer une entreprise. Même, je dirais, quand on est responsable, manager, on a des obligations, des droits, même dans l'ancien régime. Donc, la conscience, c'est des parties prenantes, même si on n'ose pas l'avouer, depuis toujours de l'entreprise. Et je dirais que les réflexions des temps modernes, au siècle dernier, au XXe siècle, les réflexions autour des transformations des entreprises avec des décloisonnements, avec des entreprises dites libérées, des organisations qui sont extrêmement matricielles, qui sont de plus en plus globales, internationales. Et pour qu'il y ait un liant, pour qu'il y ait une réalité d'entreprise, il faut qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, une conscience d'entreprise. Et donc, dans ces temps qui sont quand même assez difficiles pour tout le monde, dans ces temps même, et là je fais référence à l'actualité récente, où on dit restez chez vous, surtout faites du télétravail, on est bien d'accord que peut-être une fois par semaine, vous pouvez aller vous rendre sur votre lieu du travail parce que c'est important de continuer à avoir un lien social, un relationnel physique. Je pense que l'entreprise ne pourrait pas perdurer si elle n'avait pas une conscience, qu'ensuite on peut baptiser avec d'autres termes. C'est clair que lorsqu'on regarde et qu'on pose des questions sur le bien-être, la confiance que peuvent avoir des salariés, des collaborateurs en son entreprise, le jugement qu'ils peuvent apporter à leur leader sur la compréhension de la stratégie, ce qu'on peut maintenant de plus en plus bâtir autour de la raison d'être, voire même des entreprises à mission. Dès qu'on aborde ces sujets-là, on ne peut pas éviter le mot conscience dans sa réalité multiple et variée. Et Denis l'a mentionné à quelques instants, dans ce qui est très tangible, parce qu'il y a toujours des choses qui sont très tangibles et il faut toujours faire et piloter l'entreprise en conscience. Et dans tout ce qui est un petit peu intangible, qui est vraiment le cœur, le réacteur de l'entreprise pour que le lien social, le lien humain puisse toujours avoir la préséance sur tout le reste. Donc, conscience, ce n'est pas aujourd'hui, ça a toujours été le cas. On l'a peut-être mis de côté parce qu'on en avait peur, parce que ça faisait peut-être trop spiritualité et l'entreprise se voulait d'être concret, factuel, la production, je dirais, les résultats financiers et autres. Mais force est de constater que s'il n'y a pas une conscience d'entreprise, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de bien-être des salariés, des collaborateurs au sein de cette entreprise. Oui, j'entends bien. Je voudrais savoir, et toi, David, qu'est-ce que tu en penses de la conscience de l'entreprise aujourd'hui? Quelle est ta définition aussi de la conscience
Comment tu peux rebondir après? Je pense que c'est difficile de définir déjà la notion de conscience tout court, voire la conscience en entreprise, mais j'aime bien ce que vient de dire Jean-Marie. C'est-à-dire que pour moi, je vois vraiment l'évolution. La conscience, c'est pas quelque chose qui se développe, la conscience. La conscience, elle est, si je peux le dire comme ça, elle est. On peut s'ouvrir à la conscience, mais la conscience, elle est déjà là. Donc déjà, il y a à se rapprocher de ce qui, comme le disait Jean-Marie, qui existe déjà depuis toujours. Maintenant, ce que je constate dans l'évolution de nos sociétés, nos organisations et des entreprises, ça c'est mon métier de coach depuis 20 ans qui me le dit, on parlait beaucoup plus de performance et quasiment uniquement de performance il y a 15 à 20 ans. Et puis, le début du travail sur le bien-être, le mieux-être a commencé à apparaître il y a bien une dizaine d'années. Et moi, j'ai vu un changement s'opérer du bien-être vers la quête de sens depuis, je dirais maintenant, un peu moins d'une dizaine d'années. Et depuis 3-4 ans, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les personnes que j'accompagne, elles sont très, très en demande d'aller au-delà d'une quête de sens. C'est elles-mêmes qui abordent des questions de conscience. Et quand je parle de questions de conscience, on pourrait dire la quête de sens, c'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Ça, là, il y a une quête de trouver le sens dans ce qu'on produit, dans ce qu'on communique. Et par contre, la conscience, c'est beaucoup plus qui suis-je dans ce monde qui bouge, qui évolue, et comment je peux amener ma part pour contribuer à la performance, au bien-être, à la quête de sens, pardon, mais également à la nécessité de faire évoluer ce monde dans lequel nous vivons. Donc je vois un changement vers plus d'être, plus de profondeur dans un besoin d'être aujourd'hui un peu partout. Et Patrick, pour toi, comment mettons-nous de la conscience au sein de Great Place to Work, ou qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est parler de la prise de conscience. C'est un petit peu ce que David et Jean-Marie ont aussi abordé. Je crois que la prise de conscience oblige les dirigeantes, les dirigeants, mais aussi les salariés à ouvrir l'œil et à ouvrir les yeux sur ce qui va se passer dans leur travail et dans leur environnement. Leur environnement, ce n'est pas que l'environnement de travail. Aujourd'hui, c'est un tout. David vient de parler de quête de sens. Moi, dans mon travail chez Great Place to Work, au quotidien, on interroge des milliers et des milliers de salariés, on rencontre beaucoup d'entreprises. Et en fait, la prise de conscience va déboucher sur deux choses. Quel est le sens de mon travail, mais aussi le sens que mon travail va donner à ma vie. Et dans la période que l'on vit actuellement, finalement, il y a une transformation des organisations et des modes de travail. Je parle en particulier pour les gens qui peuvent faire du télétravail, mais il y a aussi une accélération de la numérisation qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur que rapidement leur travail soit remplacé par la machine ou qu'eux-mêmes n'aient plus d'utilité professionnelle ou sociale. Donc, chez nous, chez Great Place to Work, on aime aider les entreprises à prendre conscience à la fois du milieu dans lequel elles évoluent, elles n'ont pas besoin de nous forcément, et aussi s'ouvrir sur l'environnement. Et en ce sens, avoir aujourd'hui une raison d'être, être une entreprise à mission, c'est le cas chez Veolia, c'est le cas chez Atos, c'est le cas chez Utopie. Il y a beaucoup d'entreprises, depuis la loi Pacte, qui ont clairement posé leur mission. Je pense que, rapporté au sujet de ce soir, partir sur des chemins comme l'entreprise à mission va dans le bon sens pour éclairer les consciences. Oui, on a une question déjà par rapport à ça, c'est développer la conscience en entreprise, c'est se donner les moyens de transcender l'inconscient collectif. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par David et on continuera par après. Oui, donc développer la conscience, un moyen de transcender l'inconscient collectif.
on voit bien déjà quand on pose la notion d'inconscient collectif, tout ce qui nous habite, qui nous dépasse, qu'on en soit... je parlais de l'intangible tout à l'heure, il y a beaucoup d'influences finalement. Je parlais des archétypes en introduction. Jung a développé la notion d'inconscient collectif en mettant en évidence qu'il y a des courants finalement qui nous sollicitent, qui nous influencent, sans qu'on en ait forcément la prise de conscience dont parlait Patrick. Donc je crois que ce qu'il y a d'intéressant, c'est, j'aime bien la notion de se donner les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire se donner les moyens? C'est d'avoir des outils, d'avoir des approches, d'avoir quelque chose de collectif. Et transcender, c'est de comment je peux aller au-delà de quelque chose que je ne peux pas, j'ai envie d'utiliser le mot maîtriser, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui me dépasse complètement et qui a une influence finalement sur l'ensemble du corps qui fait fonctionner l'entreprise et l'organisation. Donc aller au-delà, transcender l'inconscient collectif, c'est apporter une clarté. Moi, j'aime bien parler aujourd'hui de leader, de développer du leadership conscient et bienveillant. Il y a quelques années, quand on parlait de conscience et de bienveillance, on nous regardait un peu comme dans le monde des bisounours, alors que je suis convaincu aujourd'hui que tous ces facteurs de bienveillance sont des facteurs indispensables pour aider à consolider cette conscience. Donc oui, transcender l'inconscient collectif, mais il faut des outils pour ça, dont on pourra parler plus tard certainement. Alors justement, en parlant d'outils, souvent dans les entreprises, on parle de bien-être au travail. On essaye de mettre en place des choses pour le bien-être au travail. Est-ce que c'est la même chose en fait? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un début? Voilà, c'est une question, David. Alors, je ne pense pas que le bien-être et la conscience, on parle de la même chose. Je pense que le bien-être est un ingrédient indispensable à tout être humain normalement constitué. Il cherche à améliorer son bien-être et à contribuer au bien-être de son entourage. Et je pense que la conscience est probablement le moteur qui permet de développer ce bien-être. Mais on ne peut pas confondre bien-être et conscience, à mon avis. D'accord. Alors là, du coup, je rebondis, Patrick, parce que Great Place to Work, ça recense donc les entreprises où il fait bon travailler. Quels sont les critères? Finalement, quand on parle de bien-être ou de qualité de vie au travail, tel que l'abordait David, il faut bien dire une chose, ça ne tombe pas du ciel. Jean-Marie en a parlé, on se connaît avec Jean-Marie depuis longtemps. Je suis intervenu et j'interviens toujours dans son ancienne entreprise avec beaucoup de plaisir. Et là, il y a une vraie prise. Là, pour le coup, il y a une vraie prise de conscience. Un moment, à quoi cela sert-il que les salariés soient bien dans leur entreprise? La première chose, c'est que finalement, quel que soit le type d'entreprise aujourd'hui, elles sont toutes confrontées aux mêmes problématiques. Dénicher les talents, les recruter, les faire grandir et les garder. Ça, c'est une problématique aussi bien dans une entreprise de la Manche avec qui je discutais hier qu'avec une grande entreprise multinationale. Et donc, la conscience des dirigeantes, des dirigeants, des managers doit être forte pour permettre finalement de créer un climat de confiance qui va permettre à chacune et chacun d'exprimer tout son potentiel. Mais il ne faut pas non plus croire qu'on est effectivement dans le monde des bisounours, parce que des salariés qui sont bien, la finalité va être double. Ça va être bien pour eux, ça c'est clair, ça va être bien pour l'entreprise, ça va être bien pour les actionnaires, mais la finalité est double, je disais, ça va servir l'innovation dans l'entreprise. Des salariés qui travaillent en toute confiance et qui peuvent exprimer leur potentiel vont faire preuve d'innovation et ça va impacter positivement les résultats de l'entreprise. Donc, c'est à ce sujet aussi parfois que je constate des prises de conscience salutaires parce qu'aujourd'hui, ne pas bien traiter ces salariés, vous partez avec un handicap considérable sur votre marché. Et vous voyez,
je parlais, on a la chance d'avoir dans nos supporters Henri Lachmann, qui est l'ancien président de Schneider Electric. Et c'est Henri Lachmann qui dit la qualité de vie au travail, c'est déjà, ça devrait être un sujet abordé au niveau du conseil d'administration de l'entreprise. On accompagne aujourd'hui, par exemple, des fonds d'investissement et qui disent, nous, on veut bien mettre notre argent dans une entreprise, mais on veut être sûr qu'on y traite bien les salariés. Donc, on veut y voir plus clair. Donc, aujourd'hui, il y a différents éléments qui se recoupent, mais finalement, de mon expérience de 15 ans chez Great Place to Work, je crois qu'on est dans un monde qui est dans une transformation totale et ultra rapide, et plus que jamais, les consciences doivent être éveillées et éclairées. D'accord. Et justement, Jean-Marie, quand on s'était rencontrés, il y avait une phrase, moi, qui m'avait vraiment touchée, c'était à propos des ressources humaines. On voit donc les humains comme des ressources au lieu de mettre les ressources au service de l'humain. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas un petit peu ça aussi la conscience en entreprise? Oui, tout à fait, mais je dirais que il y a quelques années, on appelait les ressources humaines des chefs du personnel. Et il est clair qu'à l'époque, la relation était surtout de s'assurer du présentiel des salariés, du fait qu'ils arrivaient le matin, qu'ils pointaient, qu'ils délivraient la production nécessaire, et puis que le soir, ils repointaient bien pour bien montrer qu'ils partaient. Puis ensuite, on a commencé à créer le terme de directeur ou de ressources humaines. Et on a essayé, donc, dans un premier temps, de se dire, oui, ce sont des ressources, donc il faut pouvoir continuer à améliorer leur productivité, puisque c'était quand même souvent le cas au départ. Puis ensuite, on a commencé à se dire, ben, il faut quand même qu'on travaille sur les compétences, parce que les compétences évoluent et commencent à évoluer d'une manière telle que si on ne maintient pas leur niveau de compétence à ce qui est nécessaire pour satisfaire la production, satisfaire les clients, ça ne fonctionnera pas. Puis on a eu à un moment donné un petit peu un travers. Et c'est pour ça qu'on a perdu peut-être le terme de relation humaine qui pourrait être l'autre définition du DRH, le directeur des relations humaines. Et je pense que la prise de conscience, encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord avec la question qui avait été posée il y a quelques instants sur développer la conscience en entreprise, c'est se donner les moyens de transcender le collectif, l'inconscient collectif, parce qu'on a de plus en plus besoin et on travaille de plus en plus en projet, en équipe, en collaboration, et pas uniquement sur un site propre. On a des relations qui sont complètement ouvertes, y compris avec des partenaires extérieurs à l'entreprise, que sont les fournisseurs ou que ce sont les clients, voire même les administrations. Donc, la notion de l'évolution de la fonction des DRH a été telle qu'aujourd'hui, ils sont véritablement au cœur de cette transformation et qu'on leur demande véritablement d'aider le management et la direction générale à préparer le coup d'après. Et c'est extrêmement difficile. Patrick l'a mentionné il y a quelques instants, il y a une évolution telle que si on n'est pas capable vraiment d'anticiper et donc d'avoir conscience, encore une fois, de ces évolutions à moyen terme, parce qu'on ne parle pas du long terme, personne aujourd'hui n'est vraiment capable de dire quels sont les types de compétences, le nombre de ressources dont nous aurons besoin dans 10 ans. Nous ne le savons plus. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était quelque chose qui était, je dirais, avec des décennies de préparation. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette conscience que les choses évoluent et que donc dans 3 ans, 4 ans, on peut être soit toujours en vie au niveau d'une entreprise, soit ne plus l'être, si et seulement si on n'a pas proprement fait évoluer les compétences de nos salariés. Et je crois qu'il y a une question qui a été posée par rapport à ce qui se passe également aujourd'hui, qui est avec l'automatisation d'un certain nombre de processus. Il est vrai qu'il y a des métiers qui disparaissent, il y a toujours eu des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui se réinventent, se redécouvrent. Et encore une fois, là,
on est véritablement dans cette conscience qui va permettre de développer un environnement, alors après avec des outils comme le bien-être au travail, la confiance, etc. Il y en a de multiples, mais c'est vrai que je connais mieux ceux de l'Institut Great Place to Work qui sont très complets. On est capable d'avoir, je dirais, des mesures régulières, et si on sait utiliser les résultats de ces mesures, on doit être capable d'avoir des plans pour faire émerger, améliorer cette compréhension qu'on est de plus en plus dans un environnement collectif, non plus individualiste, et que c'est la responsabilité de tout le monde de faire évoluer des compétences au sein de l'entreprise, pas uniquement de la direction générale. Les salariés doivent avoir aussi un rôle à jouer, et c'est pour ça que je reprends l'inconscient collectif. L'inconscient collectif doit forcer l'individu à se positionner et à prendre en charge sa propre évolution. Et si on arrive à le faire dans les entreprises, je pense qu'on arrivera à créer véritablement un sentiment de prise de conscience à tous les niveaux de l'entreprise et donc à son développement vers, et là il faut être très, très clair, une entreprise, elle doit faire des bénéfices. Ces bénéfices doivent être partagés entre toutes les parties prenantes, mais elle doit faire des bénéfices. Si vous n'avez pas de bénéfices, vous n'aurez plus d'entreprise. Je parle de l'entreprise par rapport à une association à but non lucratif ou autre chose. Okay, mais dans une entreprise, il y a des critères qui sont réels et qu'il ne faut pas négliger non plus. Et on vient de le voir avec ce qui vient de se passer chez Danone. Il faut trouver toujours le bon équilibre, la bonne balance entre tous ces ingrédients. Sinon, il y a des réactions qui peuvent être violentes. Oui, mais en fait, on avait parlé pas mal, on entend tout ça, est-ce qu'il y a une possibilité, parce qu'il y a la conscience, on parle de la conscience, mais est-ce qu'il y a aussi un autre phénomène, un autre ressenti qui existe, qui est l'intuition? Et en fait, est-ce qu'on peut mettre cette intuition au service de l'entreprise? Parce que je sais que David en parle beaucoup dans ses séminaires, il fait des modules sur cette intuition, il est placé dans le management et dans le travail avec l'entreprise. Donc, je voulais savoir, avec quoi, ton point de vue, est-ce qu'on peut mettre de l'intuition dans l'entreprise et comment ça se passe? Parce qu'il ne faut pas faire aussi écouter son intuition et aussi prendre quelque chose quand même de logique, de faire une étude de marché, etc. Pas se lancer simplement parce qu'on a une intuition. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette question. Oui, il y a plusieurs choses que dans ta question et dans ce que vient de dire Jean-Marie qui me font réagir dans le sens de la question que tu poses en fait. Si je prends la notion des compétences dont parlait Jean-Marie à l'instant, de donner la possibilité aux collaborateurs d'une entreprise de pouvoir prendre en charge leur propre autonomie d'une certaine façon, parler également de la nécessité d'anticiper, la difficulté en même temps d'anticiper sur ce que va devenir le futur. En fait, pour anticiper, on peut s'aider et aider l'entreprise à anticiper, notamment en développant différentes formes d'intelligence. Alors évidemment, les intelligences cognitives nous aident énormément à analyser, et il ne s'agit pas de laisser de côté toutes ces formes d'analyse stratégique ou plus classiques, mais à côté de l'esprit cognitif qui nous aide avec le rationnel à faire ce qu'on doit dans ce domaine-là, il y a d'autres formes d'intelligence, à commencer par l'intelligence émotionnelle, bien évidemment, qui nous permet de comprendre et de mesurer ce qui se passe au niveau des états émotionnels des collègues, de toutes les équipes qui travaillent. Et cet émotionnel, déjà, on est dans une forme d'invisible puisqu'on peut essayer de cacher ce qui se passe au niveau émotionnel, mais néanmoins, ça va influencer. Donc, on peut développer, on le sait depuis longtemps, avec les travaux de Daniel Goleman notamment, mais pas seulement, on peut développer ça. Et on sait aussi qu'on peut développer cette intelligence intuitive qui est cette partie de nous qui a accès par le champ d'information qui est tout autour de nous,
elle a accès à des informations qui viennent complémenter finalement le tissu analytique, le tissu rationnel, le tissu émotionnel, et on a un tissu intuitif qui nous donne des renseignements quand on veut bien le questionner. On n'est pas obligé de le questionner, l'intuition nous parle de toute manière, qu'on le veuille ou non, mais savoir l'écouter, c'est aussi être dans un développement de conscience. Et donc on peut dans les entreprises, c'est ce que je fais parfois avec des conseils d'administration, que ce soit avec des équipes, pour développer des visions, pour avoir plus de clarté, plus de confiance, on peut questionner son intuition et avoir un équilibre entre des réponses très analytiques et stratégiques et d'un autre côté, avoir des réponses plus intuitives qui parfois nous surprennent dans les réponses qui peuvent nous venir. Et donc là, on est dans vraiment des compétences quelque part qui nous rapprochent de quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui est l'inné. Je crois que dans notre société, on s'est beaucoup éloigné de l'inné pour développer, nous adapter dans le monde dans lequel nous vivons. Or, on voit bien dans notre société, que ce soit au niveau des maladies physiologiques ou psychologiques, que beaucoup de choses se passent parce qu'on s'éloigne de notre inné. Et finalement, pour conclure sur cette question de l'intuition, on peut également, dans le management, s'inspirer des lois du vivant. Dans les lois du vivant, il y a bien sûr notre corps qui communique tel un réseau social de la manière dont nos cerveaux communiquent entre eux, le cerveau au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du ventre, comment nos organes communiquent entre eux. On sait aujourd'hui beaucoup plus comprendre ce qui se passe au niveau de notre corps et on peut s'inspirer de cette manière-là des lois du vivant. Donc, il y a des compétences nouvelles, je pense, à développer pour permettre à cette conscience dont on parlait tout à l'heure d'émerger et d'être au service d'une société qui soit plus équilibrée. D'accord. Et ça s'apprend en plus. Cette intuition, on l'a, mais on peut la développer. Pardon. Ben alors, comment justement, comment la développer en entreprise? Est-ce que Patrick Dumoulin, est-ce que ça fait partie des critères justement de Great Place to Work, cette intuition, quelque part un petit peu cet intangible qui fait fonctionner une entreprise? Oui, je vais rouvrir mon micro, ça ira mieux. On ne va pas interroger spécifiquement les salariés sur la capacité à exprimer leurs intuitions, mais néanmoins, on va s'intéresser beaucoup dans le modèle managérial pour savoir si finalement les salariés vont être mis en position de pouvoir proposer. Et vous pouvez avoir des intuitions qui vont se révéler absolument formidables. Il y en a d'autres qui vont se révéler pas bonnes. Mais le plus important, c'est que le salarié puisse proposer, puisse prendre des risques, puisse oser. Je vais illustrer mes propos avec quelques entreprises avec qui on travaille ou on a travaillé. Je connais bien Frédéric Mazella de Blablacar. C'est intéressant, quand j'ai connu Frédéric, ils étaient 5, et comment il a eu l'idée de Blablacar. Il l'a souvent rappelé, mais il était aux États-Unis. Il travaillait aux États-Unis où il avait un gros job et il est rentré en France et il devait aller en Vendée où ses parents habitaient et donc il a demandé à sa sœur qui était en Rouen, je crois, de passer le récupérer à Paris pour descendre ensemble en Vendée pour passer Noël chez leurs parents. Et il était sur le siège du passager et il a regardé les voitures sur l'autoroute. Et l'intuition qu'il a eue, c'est de se dire, mais pourquoi il y a autant de gens qui sont seuls dans leur voiture? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Et cette intuition, en fait, elle a pu fonctionner parce qu'il a trouvé des oreilles attentives et il a trouvé des gens qui ont cru en lui. Prenez par exemple Doctolib. On pourrait tous avoir inventé Doctolib. C'est quand même pas très compliqué. Vous faites un tableau Excel, une entrée en haut, une entrée en bas, et puis hop, vous allez vous inscrire pour aller chez le médecin. Et quand vous voyez la difficulté qu'il y avait avant Doctolib pour avoir un rendez-vous en province où j'habite, par exemple, chez un ophtalmo ou chez un cardiologue,
voilà une intuition qui s'est révélée, pour le coup, extrêmement payante au sens propre et au sens figuré. Et regardez un dernier exemple, Open Classroom, Pierre Dubuc, donc a créé Open Classroom, qui est une future licorne, hein, et Open Classroom a été créé en 2013. Ils sont aujourd'hui plus de 200 salariés, et en fait, ils permettent à des tas d'étudiants dans le monde de suivre des tas de cours, et donc où ils vont pouvoir être certifiés par rapport à ce qu'ils ont fait. L'intuition, elle va se réaliser, elle va pouvoir s'exprimer si vos salariés, je pense, sont dans un climat de confiance, parce qu'ils vont oser se lâcher. Et à partir de là, il faut être aussi dans une entreprise où on a la culture d'accepter l'erreur. Et toutes ces choses-là, effectivement, au travers d'un questionnaire Great Place to Work, une question spécifique souhaitée par une entreprise, on va pouvoir le mesurer. Mais moi, ce que je constate, par exemple, c'est que j'ai jamais vu dans un pays où quand même, c'est intéressant parce que David, qui est tout proche de la Suisse, les Suisses, ils ne pensent pas toujours comme nous. En France, on est toujours en train de voir le verre à moitié vide. On est toujours en train de se plaindre pour un oui, pour un non. Et je peux vous dire, en 15 ans de Great Place to Work, d'année en année, je vois de plus en plus de jeunes femmes et de jeunes gens brillants, jeunes, prennent des risques que moi, je n'aurais pas osé prendre à leur âge et qui, avec des intuitions, trouvent des partenaires, trouvent des financements et vont se lancer, souvent avec succès. Et ça, c'est très encourageant, je dirais, pour l'économie de notre pays. Même si ça peut paraître être un discours un peu décalé dans l'atmosphère ambiante. Non, mais je trouve, si je peux juste me permettre, Karine, je trouve très, très intéressant, Patrick, ce que tu viens de dire, parce que cette notion de confiance dont tu parles, de permettre à ces intuitions d'émerger et d'avoir une écoute attentive pour que la réalisation puisse se faire, moi, je constate effectivement que ça va dans les deux sens. Quand je fais des ateliers d'intuition avec des entreprises ou des personnes à titre personnel, ce que je constate qui m'étonne toujours, c'est que dès qu'on se met, on se branche, si je peux le dire comme ça, sur un mode intuition et qu'on communique avec ses équipes ou avec les personnes présentes sur ce mode-là, le niveau de relation, de confiance, de clarté qui s'établit entre les partenaires est 10 fois plus élevé que dans des modes classiques où on essaye de montrer qu'on a une connaissance qui est adéquate pour ne pas dire contrôler le mieux possible ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire. Je constate que dès le moment qu'on entre dans un mode de communication plus profond, que permet l'intuition notamment, non seulement ça permet, dans ces magnifiques exemples qui viennent d'être nommés avec vraiment des succès là, qui viennent d'être cités, je constate aussi à un niveau plus simple que ça commence simplement par se permettre cette intuition. C'est une façon d'entrer dans un mode de communication où les filtres, les masques tombent, ça serait peut-être un peu fort de le dire comme ça, mais en tout cas permettent quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus authentique. Et du coup, le leadership qui va émerger de cela est beaucoup plus simple quelque part, et beaucoup plus prenant dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, dont les conséquences viennent d'être nommées. Moi, je voudrais rajouter plusieurs points. Bon, le premier, et c'est mon expérience, j'ai toujours vu, et je peux faire que réaffirmer, que organiser des ateliers think out the box, donc penser en dehors du normatif, ces ateliers apportent toujours énormément de choses. Mettre en place des boîtes à idées qui sont suivies par une réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement je dépose une idée et puis derrière j'attends pour voir s'il se passe quelque chose, mais j'ai de la place pour faire de l'innovation, de la créativité, et on ne va pas rentrer dans le débat de qu'est-ce qui était inné, qu'est-ce qui n'est pas inné, ou plutôt est-ce que toute innovation est une création et vice-versa, parce que je pense que Thomas Edison n'aurait jamais inventé, je dirais, le filament incandescent s'il était resté simplement dans une évolution des technologies et du savoir-faire
à un moment donné, il est passé à côté du normatif et il a réussi à découvrir, je dirais, le filament incandescent. Et toutes les évolutions, grande partie qui ont vraiment transformé notre société, notre savoir-faire et être, sont des transformations qui ont été initiées parce qu'à un moment donné, quelqu'un a pris un risque en dehors de sa zone de confort ou en dehors des principes physiques connus ou chimiques connus ou autres. Donc il faut donner dans l'entreprise, pour que cette entreprise puisse se développer, l'espace nécessaire, et c'est ce qu'on peut voir encore une fois dans le questionnaire tel qu'il est fourni par l'Institut Great Place to Work, cet espace de je peux avoir du temps de libre et des moyens derrière pour penser en dehors du normatif, en dehors des processus, pour moi-même, pour mon développement intellectuel, mais également pour le bienfait de l'entreprise. Et ça, c'est un élément essentiel dans le cadre du développement de l'entreprise et de la conscience de l'entreprise. Je rajouterai 2 points. Le premier, et là, on n'est pas du tout bon. On est même très mauvais. Je parle en France, parce qu'on pourrait bien évidemment, sans revenir sur le premier point que je viens de développer, également regarder que la culture, donc une partie de l'inné de tout être vivant, dépend énormément du pays ou de la religion ou de l'ethnie auquel vous appartenez. Parce que on le voit très bien dans des résultats également d'études sur le bien-être au travail. Un Indien ne répondra pas au questionnaire de la même manière qu'un Français, le verre à moitié vide, à moitié plein, qu'un Danois, même par rapport en Français en Europe. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je veux dire, la chose qui est toujours aujourd'hui pour moi un échec, c'est la reconnaissance de l'échec. On ne sait pas encore aujourd'hui, dans la plupart de nos entreprises, renaître d'un échec. On reste trop souvent dans la pénalisation de l'échec et non pas de l'apprentissage de l'échec. Et cela, certainement, une partie est innée à notre, je dirais, culture judéo-chrétienne, mais c'est également lié à notre système éducatif. On n'est pas, dans la plupart des systèmes éducatifs, on ne prépare pas les gens à rebondir sur leurs échecs, à apprendre de leurs échecs. On cultive toujours l'excellence, mais pas cet apprentissage qui est si important à mon sens pour faire progresser nos entreprises et faire progresser encore une fois cette conscience d'entreprise collective. C'est ça, en fait, c'est sortir un petit peu de la conformité, donc de cette norme, de cette compétitivité. Et après, ça revient aussi peut-être sur parce qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps Gilles Serpry en capsule qui nous parlait du pouvoir et donc de cette possibilité de créer une entreprise verticale, mais basée quand même sur des bases solides, où en fait finalement il n'y a pas un leader, mais chacun est leader, comme dans une ruche ou une fourmilière. Et donc, est-ce que c'est possible? Parce que ça part aussi du principe que, effectivement, apprendre de ces échecs, c'est quelque part sortir de cette conformité. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des métiers de coach qu'on voit de plus en plus. Par exemple, je ne sais pas, David, ce que tu en penses. Ouais, je voudrais finir, ce que je n'ai pas terminé, je m'excuse. D'abord, je suis, encore une fois, je voulais revenir et je recommande de lire des livres écrits par exemple, Charles Pépin ou d'autres, parce que c'est quand même hyper important. Et ça devrait être dans tous les cours de management, y compris dans les grands instituts de formation management de nos entreprises. On devrait passer du temps sur ce sujet-là, car il est primordial pour moi, surtout qu'aujourd'hui, quand des jeunes viennent, et c'était mon 3e point, viennent rechercher une entreprise, ils ne la recherchent plus comme c'était le cas il y a 40 ans pour leur carrière jusqu'à leur retraite. Ils regardent de l'intérêt, de la fonction, du poste, de la mission qu'on va leur confier et savoir si ça correspond à leurs attentes,
à leurs souhaits. Et donc, cette notion également d'attachement à l'entreprise doit être réinventée. C'est plus du tout le même. Donc, ça fait partie, encore une fois, pour moi, des faits intangibles de l'entreprise et de la conscience de l'entreprise. Voilà, maintenant, David, tu peux reprendre la question et y répondre. Merci. Non, mais je trouve qu'elle est directement en lien. Du coup, j'ai un peu oublié la question, mais je suis encore en lien avec l'élément de l'échec et le coaching dont parlait peut-être Karine. Moi, Oui, ça c'est fait ça. maintenant ça fait 23 ans que j'ai découvert le coaching et que je forme des coachs professionnels depuis 20 ans. Et le thème de l'échec est évidemment un thème, comme le thème des résistances est un thème. Le thème de l'échec est un thème très très important. Moi, ce que je constate beaucoup en lien avec la relation qu'on peut avoir avec l'échec, c'est non pas la confusion, mais c'est comme si on se trompe de cible. C'est-à-dire dans le problème qu'on peut avoir avec l'échec, c'est que on demande aux personnes c'est quoi un échec. Souvent, la définition, c'est qu'un échec, c'est la non-atteinte d'un résultat attendu ou d'un bénéfice attendu. Donc ça veut dire que si on s'attend à autre chose et que la réalité nous montre euh, une, une autre direction et que je reste attaché à mon idée initiale, eh bien, je reste enfermé dans ce que je souhaitais au départ. Quelque part, je suis, au lieu d'être ouvert aux résultats sans attachement, ce qui serait la voie archétypale du sage, eh bien, je suis dans le contrôle. Donc, qui dit contrôle dit une ouverture plus grande à l'échec. Et pour peut-être aider à transformer la culture qui vit très mal, pas seulement en France, hein, un peu partout, l'échec, je pense qu'il faudrait développer, comme ça a été dit dans une des questions-réponses que je vois défiler sur mon écran, c'est développer la présence. Je pense que développer la présence, qui permet de développer l'intuition dont je parlais tout à l'heure, mais développer la présence, c'est un moyen de voir qu'est-ce qui se passe dans l'instant T, et non pas qu'est-ce qui aurait dû se passer. Et donc, si je suis dans l'instant présent et si j'apprends à développer ma relation au présent, quelque chose qui peut s'apprendre déjà à l'école, ça peut s'apprendre par de la méditation, ça peut s'apprendre par des choses très simples. En fait, développer une culture de la présence, il y a des leaders, hein, des professeurs, connaissez Peter Senge qui a écrit ce livre coécrit sur présence, justement, et qui nous montre à quel point, quand on est dans la présence, eh bien, on peut réagir de manière immédiate à ce qui se passe et non pas à ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Donc, je suis complètement d'accord, Jean-Marie, que le fait de rester dans une culture ancienne où on va critiquer l'échec et on va créer même une peur de l'échec, eh bien, on crée des barrières, non pas inutiles, mais on fait fausse route, je crois, en cherchant à éviter les échecs, au lieu de simplement dans le présent apprendre de ce que l'échec, comme tu disais à l'instant, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux réagir? Mais pour ça, il faut que j'ai une ouverture, qu'elle soit de conscience ou une ouverture tout court, et pour avoir cette ouverture, je dois être présent. Est-ce que je peux rebondir C'est ce que j'allais te proposer, Patrick, et je voulais savoir aussi ton point de vue par rapport. Est-ce que, d'après toi, on entend parler de présence, de mettre de l'intuition? Est-ce que c'est pas aussi de mettre ça d'ouvrir un nouveau chapitre dans les écoles de commerce, dans les écoles de management ou dans les écoles d'ingénieurs, cette possibilité-là qu'on explique un échec, ça peut rebondir, comme quoi, est-ce que c'est pas aussi dans les écoles qu'on doit faire apprendre tout ça maintenant? C'est un nouveau. Oui, tu as tout à fait raison. Je rebondis sur ce que Jean-Marie disait et je partage complètement son point de vue. Par exemple, les parents en France, si leur enfant fait Polytechnique, s'il fait médecine, il va falloir qu'il fasse une spécialité. S'il fait Polytechnique, il va falloir qu'il sorte dans les 10 premiers. S'il fait telle école pour pouvoir intégrer l'ENA, s'il fait l'ENA après pour pouvoir intégrer la botte. Bon. On commence tout petit, c'est vrai, dans l'enseignement français, à pousser vers
une seule voie, celle de la réussite, et celle de l'échec, elle est condamnable. Je vais donner quelques exemples. Les Américains, de ce côté-là, ont une appréhension de l'échec très différente, parce qu'effectivement, comme tu le disais Jean-Marie, pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce que ça m'a appris et comment ça va me permettre de rebondir. Regardez par exemple Elon Musk. Elon Musk, le type qui a fait décoller des fusées et qui les a fait reposer sur le même pas de tir. Quand ces idées ont commencé à être un peu connues, on s'est dit, ce type, il est complètement cinglé, ça n'a jamais marché. Quand il a commencé à faire ses premières voitures électriques, tout le monde le regardait un petit peu en rigolant. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de Tesla doit être supérieure à tous les autres constructeurs automobiles du monde. J'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Et on discutait de choses et autres. Et il me dit, vous savez, pourquoi voulez-vous que je sois tout seul à avoir des bonnes idées quand on est 4000 dans l'entreprise? Pour appréhender l'échec et pour permettre à l'échec de vivre, il faut à la fois, en tant que manager, avoir de l'humilité. Et puis, il faut aussi avoir, pour celui qui échoue, cette lucidité de se dire ma vie n'est pas finie, je vais m'en remettre et je vais rebondir. Et aujourd'hui, par rapport aux entreprises, je vais citer 2 entreprises qui, par exemple, vont recruter sur ce que les gens sont et pas les papiers ou les diplômes qu'ils peuvent avoir. La première, c'est une entreprise qui s'appelle Extia, qui l'année dernière était numéro 1 dans sa catégorie chez Great Place to Work et qui a été fondée en 2007 par un type formidable, un ingénieur qui s'appelle Arnaud Frey. Aujourd'hui, il a 2000 salariés. Et le mode de recrutement chez eux, c'est très simple. D'abord qui, ensuite quoi. Donc là, ces notions de confiance, ces notions d'intuition et ces notions d'échec, elles se retrouvent tout à fait. On peut se tromper, on peut faire un mauvais recrutement. Et on peut avoir l'intuition qu'une telle ou un tel, c'est vraiment quelqu'un qui va nous rejoindre de façon très positive. Et une deuxième entreprise qui fait une réussite mondiale, et on en parle assez peu de cette réussite mondiale, c'est Decathlon. Et Decathlon, par exemple, tous les jours, sont des gens qui prennent des paris. Regardez par exemple Decathlon, quand ils ont fait la première tente Quechua que vous secouez et qui se met en place en 10 secondes. Personne ne pensait que ça pouvait venir de chez Decathlon. C'est venu de chez Decathlon parce que les équipes de Decathlon ont travaillé des sujets comme ça, et ce n'est pas venu du sommet de l'entreprise. Ce sont des gens qui étaient des salariés, qui aimaient le camping et qui voulaient trouver une solution simple au montage et démontage de la tente. Donc, dans ces entreprises, la culture de l'échec, elle est encouragée parce que c'est à force de se tromper, on corrige le tir et que finalement, on avance vers des choses positives. Dernier point, à titre personnel, si je fais le bilan en 15 ans de Great Place to Work de mauvaises décisions que j'aurais prises si je m'étais écouté et que je n'avais pas écouté mes collaborateurs, il y en aurait eu quelques-unes. Et parfois, quand vous avez des jeunes qui ont 25 ans, qui me disent « Écoute, Patrick, vraiment, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense que c'est une mauvaise décision que tu prendrais et on a réfléchi, on propose ça », eh bien, il faut une certaine humilité pour l'accepter et c'est encore mieux quand ils vous prouvent qu'ils avaient raison. Oui, tout à fait. C'est super. Et justement, il y a quelqu'un qui dit « L'école de la vie doit-elle passer par les écoles ?» Alors, qui est-ce qui nous dit ça? C'est quelqu'un qui s'appelle Xavier. Alors, je vais répondre à Xavier. L'école de la vie doit-elle passer par les écoles? Moi, je serais tenté de dire que la première chose, moi, qui m'importe chez quelqu'une ou quelqu'un, je le rencontre dans le cadre de mon travail et quand je recrute aussi pour mon entreprise, enfin, c'est pas moi qui recrute, mais je finis toujours par rencontrer les gens. Moi, j'aime bien les gens curieux. Alors, je suis parfois atterré par des gens qui ont fait des études brillantes et en dehors du cadre de leurs études, il n'y a pas grand-chose. Et finalement, moi, j'aime bien les gens curieux et j'aime bien savoir ce qu'ils lisent, j'aime bien savoir s'ils vont au cinéma, j'aime bien savoir s'ils regardent Top Chef. Vous voyez, par exemple, moi, je regarde Top Chef toutes les semaines. Et je suis passionné par Top Chef parce qu'il y a une excellence opérationnelle absolument extraordinaire. Là, la prise de risque, elle est permanente. Vous imaginez, hier, vous aviez des jeunes de 25 ans qui devaient préparer des plats devant des chefs triple étoilés, double étoilés.
excusez-moi, mais quand vous avez 25 ans, vous avez je ne sais pas combien d'étoiles en face de vous, il y a de quoi avoir un peu de tension. Ben, c'était très intéressant de voir comment ces grands chefs acceptaient l'échec, comment ils expliquaient ce qui n'avait pas forcément bien marché, et comment finalement ce qu'ils avaient fait, c'était formidable, et ça allait les aider à rebondir. Donc, ça aussi, c'est de l'école de la vie, et je partage cette question. Alors, passer à l'école, on ne peut pas s'en dispenser quand même, parce que aujourd'hui, parfois, vous recevez des notes, on se demande si la personne a été à l'école ou si elle n'est pas un peu fâchée avec l'orthographe ou la grammaire et jusqu'à quel niveau elle a été. Mais oui, l'école de la vie et l'école, elles se complètent fort utilement, à mon avis. Et je conseillerais à cette personne qui a posé cette question que je trouve intéressante, dès mercredi prochain, de regarder Top Chef. Là, je vais rebondir aussi sur quelque chose, parce qu'il y a un étudiant, il y a une personne qui dit mon école, un étudiant en commerce, qui dit mon école vient de devenir la première école de commerce sous statut entreprise à mission. Il se pose la question, que pouvez-nous attendre de ce changement, aussi bien étudiant que professeur et d'un point de vue de l'entreprise? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marie, par rapport à cette nouvelle tendance, à cette nouvelle école qui arrive? Je dirais que la question m'interpelle parce que pour moi, et je ne connais pas cette école, donc je vais en parler en toute liberté. Pour pouvoir véritablement dire qu'on a défini, au-delà de la raison d'être, une école avec une raison, une mission, une entreprise à mission, la base, c'est d'avoir partagé et d'avoir travaillé avec l'ensemble des parties prenantes. Je ne crois pas personnellement du tout que ça se décrète au sein d'un conseil de surveillance ou au sein d'un conseil d'administration et qu'ensuite c'est du descendant et que le lendemain matin ou le surlendemain ou dans les mois qui suivent, toute l'organisation va d'un seul coup s'éveiller à ce qu'est l'entreprise à mission. Avant de dire on est une entreprise à mission et de l'avoir inscrit dans ses statuts ou dans lettres de noblesse au fronton de l'école ou d'une entreprise d'ailleurs, il faut avoir fait un travail en profondeur avec l'ensemble des salariés, des clients, des fournisseurs, etc., pour faire émerger derrière qu'est-ce que ça veut dire et comment on va faire vivre ces principes qui ont été écrits dans le cadre d'une raison d'être ou d'une définition d'une entreprise à mission. Si on ne le fait pas, les gens ne verront jamais, ne comprendront jamais. Et à ce titre-là, je vais prendre le parallèle avec tout ce qui tourne autour du RSE. Tout ce qui est donc responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Ça fait très longtemps que dans des entreprises, il y a des actions sur la sécurité, les principes de précaution, sur, je dirais, du mécénat ou favoriser du développement d'actions caritatives ou autre chose. Mais c'était épars. C'était pas, je dirais, inclus dans une vision collective. Et ça n'a pris véritablement corps, et aujourd'hui, ça devient une vraie réalité, parce que chacun sait que lorsqu'il fait du tri sélectif de papier, pour reprendre ça déjà comme premier point, dans son bureau, eh bien, il contribue. Que s'il met en place avec ses copains et autres du covoiturage, même si ces derniers jours, faites du covoiturage en gardant votre masque à l'intérieur de la voiture, parce que c'est une des zones les plus contaminantes par rapport à la Covid, ça peut avoir une certaine contribution. Et j'en passe. On a commencé également à être très intéressés à ces notions de RSE lorsque des analystes financiers, dans le cadre de leur rapport annuel, l'une de leurs premières questions, ce n'était pas plus uniquement quelle est la profitabilité de l'entreprise, c'était quelle est votre politique et les indicateurs en matière de RSE, et qu'ils allaient regarder le détail.
et qui voyaient qu'il y avait une réalité et qui regardaient que année après année, on progressait. Donc, une entreprise ou une école qui dit « ça y est, je suis devenu une entreprise à mission » et qu'un étudiant n'ait pas participé ou n'ait pas encore compris ce que ça voulait dire, ça m'inquiète, ça m'interpelle. Maintenant, si vraiment le travail est fait correctement, chacun doit y contribuer à son niveau et ça doit faciliter le travail, encore une fois, collaboratif, coopératif, collectif entre les étudiants, les professeurs, ceux qui sont permanents, ceux qui ne sont pas, l'administration de l'école, les entreprises qui interviennent pour fournir des stages ou fournir des cadres d'études sociologiques ou démographiques ou autres. C'est vraiment, je dirais, dans le quotidien, à tout instant, que ça doit se voir. Moi, j'espère que notre jeune étudiant, il n'est pas à Kedge Business School parce que l'un de leurs professeurs qui s'appelle à Kedge, Xavier Hollande, et donc il avait écrit des choses intéressantes par rapport à la loi Pacte et les entreprises à mission. Et je voulais juste vous dire une chose, évidemment, qu'il avait écrit, évidemment, il y aura des entreprises pour qui ça sera purement symbolique ou marketing et d'autres qui vont réellement décliner cette mission dans leurs actions. Ce qui est important, et ça reprend ce que dit Jean-Marie, c'est que les collaborateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, dirigeants et toutes les parties prenantes pourront désormais vérifier que l'entreprise est bien alignée avec sa mission ou sa raison d'être. Donc, effectivement, par rapport à ce qui est exprimé, cette école, on ne peut pas décréter d'en haut qu'on est une entreprise à mission si on n'a pas, si les étudiants, au moins, au minimum, les étudiants et d'autres parties prenantes n'ont pas participé à la réflexion, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas être… c'est un mouvement d'ensemble, en fait. C'est collectif, quoi, au final. Je ne sais pas, David, si tu as une opinion par rapport à tout ça. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces entreprises à mission, mais ce que j'entends effectivement dans ce que vient de dire Jean-Marie et que Patrick a ajouté, c'est l'importance de l'inclusion par le bas, l'inclusion à tous les niveaux. Et si on parle d'inclusion, finalement, dans ce travail, cette responsabilité collective, ça me fait penser au mauvais combat que l'on fait entre la compétition qui est encore tellement fréquente dans la plupart de nos entreprises et l'altruisme. Si je regarde la racine même de la notion de compétition, c'est faire pétition avec, ensemble, pour quelque chose, et non pas contre. Donc on a, si on regarde de plus près, suivant comment on est éduqué, suivant comment on apprend, suivant comment on se rassemble, on peut décider de faire ensemble ou on peut décider de faire contre. Et je pense que l'état d'esprit qui permet de construire collectivement, d'avoir une responsabilité collective qui fonctionne, ça part bien évidemment, c'est la palissade du principe de faire ensemble. Mais aujourd'hui, quand on regarde nos entreprises qui se battent sur plusieurs marchés et qui sont plutôt en train de regarder leur marge d'affaires sous forme de compétition, je ne suis pas sûr qu'elles aillent dans la bonne direction. Et pour que le changement puisse opérer dans une société, il y a un livre qui a été écrit il y a maintenant une quinzaine d'années, dont j'ai oublié le titre, mais qui parle de ce qu'on a appelé les créatifs culturels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une masse critique suffisante. C'est quand Jean-Marie parlait de cette dispersion, hein, il y a beaucoup d'actions qui ont existé, qui continuent à exister, mais de manière dispersée, ce qui fait que la sauce au niveau global ne prend pas vraiment, pour reprendre les termes de Top Chef. Mais concrètement, si on arrive à réunir les initiatives dans un mouvement cohérent
qui va dans un sens de collectif bienveillant dont je parlais tout à l'heure, eh bien, la révolution, elle ne vient pas d'un besoin qu'une grande majorité passe un cap pour que les choses changent, mais il faut qu'il y ait, dans l'étude qui avait été faite aux États-Unis, il suffisait d'une vingtaine de pourcents de changement de cap de ceux qui étaient éveillés, plus conscients, etc., pour qu'un mouvement puisse s'opérer, et non pas une majorité comme on l'a longtemps cru. Donc je pense que moi, ça me donnerait plutôt un goût d'optimisme en pensant que si, d'une part, chacun fait sa part dans l'amélioration au niveau social, collectif et autres, et qu'en même temps, ces personnes peuvent se réunir de manière intelligente, eh bien, ça donne une force non pas de frappe, mais une force d'action qui va donner du sens. Donc ça passe par revisiter la compétition, et on sait aujourd'hui, si on écoute bien les travaux non seulement liés au bien-être, mais l'altruisme, c'est pas simplement quelque chose de faire du bien, de cette bienveillance. L'altruisme, on sait au point de la santé, au plan économique, à quel point elle peut déboucher sur des solutions bien plus gagnantes que la compétition, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Est-ce que, d'après vous, est-ce si on ne doit pas aussi modifier les écoles pour amener, pourquoi pas, des cours sur leur présence, leur intuition, leur comportement vis-à-vis de l'autre, le rapport à l'autre, l'écoute bienveillante, parce que je pense que pour moi, c'est un des futurs de la société, de l'entreprise. C'est pas chacun pour soi, etc. C'est plutôt en collaboration. Et qu'est-ce qu'on peut écouter l'autre? Ah, voilà. Et puis l'échec, et d'apprendre que c'est pas une erreur de se tromper. Et tout ça, c'est vraiment de reformer, peut-être de remettre des nouvelles bases à part à place de je suis meilleur et que toi, voilà, je ne vais pas t'aider. Au contraire, c'est tout un ensemble, c'est une synergie d'entreprise. Donc, chaque personne est importante dans l'entreprise pour avoir des bénéfices. Et je pense que pour moi, il y a une partie qui est importante, c'est de remettre à la base des nouvelles choses, des nouvelles, ce qu'on entend à l'heure actuelle avec les coachs qui apprennent de plus en plus. Alors, je pense qu'on est bien évidemment sur aussi de manière importante le terrain de Patrick, parce que je pense qu'effectivement, c'est des choses qui se commencent dans l'enseignement peut-être primaire, à l'école. C'est des choses qui devraient et qui commencent dans certains endroits à exister de manière très, très évidente. Mais ce qui est très important de l'autre côté, c'est que l'évaluation qui est faite, que ce soit au niveau scolaire ou plus tard au niveau de l'entreprise, que les évaluations prennent en compte des facteurs différents. Et c'est tout le travail que je comprends que fait Patrick pour justement avoir des critères qui permettent de transformer les entreprises, la société, et qui permettent d'aller vers ce bien-être. Donc, c'est au départ à l'école, je pense, j'en suis convaincu, mais il faut que les méthodes d'évaluation soient adaptées en conséquence. Oui. Patrick, j'ai quelque chose à dire, mais je laisse Patrick d'abord. Alors, moi, je voulais faire une réflexion par rapport à finalement, est-ce que la finalité de l'entreprise, c'est de ne faire que de l'argent? La réponse, aujourd'hui, elle est évidemment non. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un grand groupe mondial où je le valais bien. Et il y avait un leitmotiv qui était la croissance du résultat doit être supérieure à la croissance du chiffre d'affaires. Et finalement, à mon niveau, ça a importé assez peu parce que ça m'apportait peu. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'une entreprise va produire, il faut aussi qu'en termes de reconnaissance, et Jean-Marie l'a dit en préambule tout à l'heure, il faut effectivement qu'en termes de reconnaissance, ça redescende de façon équilibrée et équitable sur l'ensemble de la pyramide. Et on le voit par exemple, le succès que peut avoir dans beaucoup d'entreprises la souscription des actions d'entreprise. Nous, on a une entreprise par exemple qui s'appelle
CPRO, qui est labellisé par Great Place to Work depuis presque 10 ans. Encore une belle aventure entrepreneuriale. C'est un garçon qui s'appelle Pierrick Brenier à Valence, dans la Drôme. Et il a commencé à vendre des photocopieuses, à louer des photocopieuses Xerox. Et il fait toujours de la copie, il fait de l'informatique et de la téléphonie. Et aujourd'hui, il a racheté, je ne sais pas combien de centaines d'entreprises en France. Il est devenu un des plus gros dans son domaine. Et c'est quelqu'un d'assez formidable. Aujourd'hui, finalement, il a ouvert le capital à ses salariés et il me disait, j'ai été extrêmement surpris du nombre de gens qui ont souscrit. Par exemple, on sait que tous les salariés de l'association familiale Mullier, les Auchan, les Decathlon, les Leroy Merlin, etc., ils sont actionnaires, ont des parts dans les entreprises sous des formes très particulières et qui, finalement, contribuent à les attacher à l'entreprise. Donc, on a une réflexion de fond aussi qu'on partage chez Great Place to Work. On a parlé d'inclusion, on a parlé de diversité. Il faut aussi qu'on parle de reconnaissance, de partage. Et c'est ça qui va permettre aussi aux salariés d'avoir une vision partagée. Et même si c'est vrai, Jean-Marie, je partage ton point de vue, bien malin qui peut dire comment sera la situation dans 10 ans. Commençons déjà par voir comment on va se débrouiller encore dans cette année 2021 et 2022. Mais le fait d'être bienveillant, reconnaissant et de donner de la vision aux salariés, je crois que c'est quelque chose d'important aujourd'hui au travers finalement de ce qu'on a évoqué sans prononcer les mots, c'est passer d'organisation verticale à un maximum d'horizontalité avec du travail collaboratif. Et là, il y a des prises de conscience importantes et qui s'opèrent dans les entreprises et qui finalement sont profitables à tous. Oui, enfin, donc, je ne vais pas faire de la paraphrase de tout ce qui vient d'être dit parce que je pense que le temps passe et il faudrait certainement qu'on conclue dans peu de temps. Je voudrais simplement bien repréciser 2 points. Le premier, il est vrai que l'école évolue. Elle évolue peut-être pas aussi rapidement que il serait souhaitable, mais des nouvelles générations, et on le voit bien puisqu'on les appelle, hein, on a appelé la génération Y, après Z, et puis maintenant c'est ZZ, et puis bientôt ça sera autre chose. Elle a suivi un cursus de formation assez traditionnel, de moins en moins peut-être aussi fermé que ce que nous avons connu il y a une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années, parce que également la structure familiale évolue et que l'école de la vie, pour reprendre une des questions tout à l'heure, elle ne se limite pas aux bornes de l'école traditionnelle classique de centre d'apprentissage. C'est l'ensemble des premières années, des 10, 15, 20 premières années de la vie de toute personne qui évolue et qui, grâce à d'autres moyens de communication, d'autres moyens d'apprentissage, forment ces nouvelles générations. Donc c'est vraiment, je dirais, une prise de conscience qui doit se faire de plus en plus à tous les instants de la vie, pas uniquement dans l'enceinte des écoles. Ça, c'était ma première remarque. Et donc, ma deuxième remarque, c'est pourquoi les entreprises, que ce soit une start-up d'ailleurs, ou que ce soit une grande entreprise, aujourd'hui, lorsqu'elles ont une idée ou lorsqu'elles veulent faire face à leurs défis, elles sont obligées de se transformer. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est parce que les salariés, les collaborateurs et tous ceux qui arrivent sur le marché du travail et qui privilégient dans une certaine mesure bien souvent la start-up, c'est parce qu'il y a plus de terrain d'écoute, parce que c'est plus du travail collaboratif, c'est moins du normatif, du processé depuis des siècles et des siècles, enfin j'exagère, mais depuis des décennies, parce qu'il y avait un livre dans lequel il était écrit qu'il fallait faire ça, ça, ça et ça, et qu'on ne pouvait pas en déroger. Et donc, la transformation de nos entreprises, la création des startups, elles sont également intimement liées, intrinsèquement liées à cette évolution de la conscience en entreprise. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle est ma contribution
moi en tant que salarié, moi en tant que chef d'équipe, moi en tant que directeur des ressources humaines, moi en tant que directeur général ou président de ma société. Et comment tout cela évolue vers le futur pour, à la fin, et c'est là où on a un peu de... Peut-être faut faire attention aux termes qu'on utilise. Moi, je reste persuadé que la profitabilité est essentielle. Et quand je dis la profitabilité, je dirais même plus que la profitabilité, c'est la trésorerie ou la capacité à générer du cash et non pas de la dette. Parce que si on n'a pas d'argent pour payer ses salariés, si on n'a pas d'argent pour faire de l'innovation et du développement, si on est obligé sans arrêt d'emprunter et d'avoir une dette colossale, les fondamentaux pour le succès d'entreprise à 10 ans, pour reprendre l'expression de Patrick, ils peuvent être en danger. Mais pour que cette entreprise se développe, atteigne ses objectifs financiers, ben, il n'y a plus que, ce n'est plus possible aujourd'hui en utilisant uniquement des recettes du taylorisme. Il faut avoir des nouvelles pratiques managériales. Et je pense que c'était l'idée de tout ce qui tourne autour donc, de la raison d'être, de tout ce qui tourne autour de l'entreprise à mission, pour permettre véritablement que le résultat final, ben, ça soit un résultat collectif, partagé, et que chacun puisse se dire, contrairement à ce qu'a dit Patrick et moi ce que j'ai vécu aussi il y a plusieurs années, ben, j'ai fait quelque chose, mais je ne sais pas à quel niveau j'ai contribué véritablement au succès de mon entreprise. D'accord, merci. Bah, en fait, ça rebondit un petit peu sur, parce que là, on va bientôt conclure. Et en fait, en guise de mot de la fin, justement, je voulais vous demander, à vous trois, comment vous voyez l'entreprise de demain? Parce qu'on voit déjà l'entreprise qui se profile, on voit l'entreprise d'aujourd'hui, mais comment vous trois, en fonction de vos points de vue, vous voyez cette entreprise de demain? Patrick Moi, je suis optimiste. J'ai une très longue carrière, hein, très très longue, puisque au mois de juillet de cette année, j'aurai 50 ans de cotisation sociale, donc ça fait quand même quelques dizaines d'années. J'ai travaillé très jeune pendant mes vacances, mais j'ai commencé à cotiser très tôt. Je suis optimiste parce que nous sommes dans un pays où, malgré ce qu'on a dit sur certaines réticences par rapport aux écoles, où on forme bien les gens et où on donne la possibilité à tout le monde, si on s'en donne les moyens, si on est sérieux, on a un système scolaire qui permet de réussir. Je suis optimiste parce que jamais j'ai vu dans ma carrière autant de jeunes talents et talents vouloir faire bouger les choses. Et puis, je suis optimiste pour une troisième raison, c'est l'évolution de l'organisation du travail qui fait que, avec ce qu'on voit aujourd'hui, la confiance, elle est capitale. Et finalement, ben, pour que la confiance elle soit partagée, il faut avoir des définitions d'objectifs très claires. Certaines personnes vont travailler à leur rythme, d'autres à un rythme différent. Et je crois qu'on a des terres en France, qu'on a les moyens pour faire des choses formidables. Et moi, je suis résolument optimiste parce qu'il y a beaucoup de gens de valeur. merci. Et toi, David, comment tu vois l'entreprise de demain? Alors, j'aime bien ce que Patrick vient de dire en terminant sur le mot de valeur et d'optimisme. Moi, je vois l'entreprise de demain comme une entreprise qui est vouée, si je peux dire ça comme ça, à évoluer et à lâcher des vieux paradigmes. Donc concrètement, si je ramène l'entreprise qui est finalement un corps, c'est une personne morale, l'entreprise, que je pourrais comparer à la personne physique, je pense que la personne physique, chacun d'entre nous, on est voué à passer du développement personnel à quelque chose qui fait peur quand on se met dans le monde de l'entreprise ou même à titre individuel, qui est le dépouillement personnel. Alors je m'explique. Par développement personnel, c'est le plus, toujours plus, avec comme si on pouvait développer la conscience.
Moi, je crois beaucoup plus que le développement de conscience qui a commencé depuis bien longtemps, qui n'est pas un développement, qui est juste une ouverture à la conscience, permet aux entreprises d'enlever ce qu'il y a en trop, d'enlever, comme au niveau personnel, le fait de continuer sans arrêt à rajouter des couches et des couches. Finalement, on en oublie quelque chose qui est comme une évidence, l'inné dont je parlais tout à l'heure, qui semble peut-être loin de ce qu'on a discuté ce soir, mais le dépouillement personnel, c'est enlever ce qui n'est pas nécessaire et revenir au bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est avoir une sensibilité à l'intérêt collectif, une sensibilité au niveau social, au niveau euh, économique et sociétal, bien sûr. Et donc, ce dépouillement personnel, il passe par arrêter de penser qu'en continuant à faire comme on a toujours fait, on va changer le monde dans lequel nous vivons. Donc, ça veut dire que l'entreprise de demain, telle que je la vois, c'est une entreprise qui est ouverte sur plus de présence, plus de conscience dont on a parlé ce soir, aussi plus de simplicité face à la complexité. Euh, la simplicité ne fonctionne pas avec ce qui est compliqué, mais ce qui est complexe, on peut revenir à ce qui est simple. Quand je sens que c'est juste, c'est simple. Quand je sens que je peux apporter quelque chose, c'est simple. Et les chemins passent par l'éducation dont on a parlé, et les chemins passent par, je suis convaincu de cela, par un développement personnel, et non pas un développement personnel qui est par une accumulation de plus de savoir, mais plutôt par un dépouillement de ce qu'on a en trop, un peu comme disait Michel-Ange qui présentait sa sculpture. Quand on lui demandait comment il avait fait cette magnifique œuvre d'art, il disait mais en fait j'ai rien fait, tout était déjà là, j'ai juste enlevé ce qu'il y avait en trop. Je pense que les entreprises de demain sont celles qui sont des œuvres d'art qui existent déjà. C'est très joli, merci. Et Jean-Marie, alors, donc, cette entreprise. Ah, il y a un petit souci de micro. Jean-Marie a coupé son micro. Oui, il ne veut plus parler, c'est fini. Et faire signe. Ça y est, on est en train de lui dire. Voilà, activé. Oui, non, excusez-moi. Bon, je crois que je suis aussi très optimiste et donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je crois que c'est important. Je crois que pour revenir à conscience et entreprise, puisque c'était quand même en partie, je dirais, ce qu'on a discuté toute cette soirée, je crois que dans conscience, il y a savoir, il y a la capacité que l'homme a, que l'humain a, que n'a pas l'animal, c'est de s'apercevoir, de s'apercevoir. Et donc de prendre fait pour la réalité de ce que je suis, de ce que je fais, bien ou pas bien, et de pouvoir progresser à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que Descartes, pour finir sur ce mot-là, il a rappelé à la fin, dans toute société, euh, je, il nous a toujours dit que je pense, donc je suis, donc j'existe. Et donc une entreprise, si elle s'arrête un tout petit peu sa manière effrénée de courir après le court terme, s'arrête, et quand je dis l'entreprise, ce n'est pas uniquement la direction générale, mais l'ensemble de son corps constituant, pour voir où est-ce qu'elle en est, voir où est-ce qu'elle veut aller. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à travers toutes ces transformations. On ne peut être qu'optimiste par rapport à notre futur. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tout le monde. Merci à Jean-Marie. Merci à Patrick. Merci à David de nous avoir fait un super débat et de vous avoir enrichi aussi dans toute la conscience en entreprise. Où est la place de l'intuition? Sur plein de sujets très intéressants. Et je vous remercie énormément pour ça. C'est parce que c'était tellement passionnant. On aurait pu aller encore plus loin, beaucoup plus de poser des questions.
C'est très agréable de vous entendre, de vous écouter, parce qu'il y a une richesse derrière tout ça, de la sagesse aussi. Je ressens beaucoup de sagesse et beaucoup de savoir. Et c'est ce qui est agréable. On peut prendre beaucoup d'exemples et ça fait pas mal de poser des questions par la suite derrière. Et ça amène à d'autres réflexions. Et c'est un vaste sujet de parler d'entreprise parce que l'entreprise bouge beaucoup et grandissent. Et il y a plein de choses encore à faire, et je pense, et d'ouvrir quoi, dans l'entreprise. Xavier, comme tu le sais, conscience, c'est en le sachant, en sachant ce que je fais. Oui, c'est C'est d'être présent. Oui. comme CAD, donc ça veut dire avec la connaissance que j'ai. Et donc le savoir, la connaissance, c'est quand même la base de la conscience. Tout à fait, c'est de prendre conscience des choses, des actes, de ce qu'on fait. Mais je vous remercie. Karine, veux-tu finir par parler un mot? Bah, écoutez, merci à vous. C'était très, très enrichissant. C'est très intéressant. Bon, c'était un temps très court. On aurait aimé rester un petit peu plus longtemps avec vous et vous poser encore plein d'autres questions. Mais on va vous libérer. Puis après, pour ceux qui nous regardent, si vous le souhaitez, demain soir, on est encore en table ronde avec deux intervenants, cette fois-ci pour parler véritablement uniquement de conscience. Sans domaine spécifique et avec Jocelyn Morisson qui est journaliste scientifique, auteur et conférencier, et puis Sandra Vimon qui est aussi auteure et conférencière. Et puis, merci à vous, nos trois super intervenants de ce soir, qu'on peut retrouver aussi sur notre chaîne Supraconscience Paris, tout attaché, parce qu'on vous avait déjà rencontré en amont. On vous a posé des questions qui n'étaient pas faciles et auxquelles vous aviez super bien répondu en fonction de vos domaines, de vos expériences de vie. Voilà. Donc, moi, je vous remercie vraiment parce que c'était un très, très beau moment. Voilà. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir Patrick, à bientôt. David, avec pareil. plaisir. Au revoir Patrick, au revoir Jean-Marie, Karine et François-Xavier. Voilà. À la prochaine. Merci aux organisateurs et aux personnes qui ont bien voulu nous écouter. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.